déjà bon sur WordPress, 3 à 6 mois, c'est à peu près le temps qu'il te faut pour lancer une véritable activité de freelancing WordPress qui génère du CA. Et c'est pas dans 2 ans quand tu as magiquement trouvé ton positionnement, que tu as fait ton site 20 fois. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les 5 étapes que j'aurais aimé savoir si je devais repartir de zéro dans mon activité de freelancing WordPress. Alors la plupart des freelances, ils font l'admin en dernier, ce que je peux comprendre parce que c'est assez relou. Le truc c'est qu'aujourd'hui, on a tout plein d'outils, tout plein de choses qui font que ça simplifie à fond cette démarche et du coup ça t'évite de perdre du temps à l'avenir. Donc moi je préfère le faire au tout début. Donc je commence par là, ça prend quelques heures dans la journée et au moins tu es tranquille pour l'avenir. Tu as ta micro-entreprise, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout qui est setup, c'est l'avantage. La première chose, ça va être de créer ton auto-entreprise. Si tu débutes, forcément tu n'as pas besoin de société véritablement. Tu vas créer ton auto-entreprise, tu vas sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, tu vas choisir prestation de service. Donc le code APE c'est 62.01Z programmation informatique, ça peut fonctionner. Alors tu peux aussi utiliser le code APE pour les conseils et services informatiques. Et voilà, ça va être assez rapide, c'est gratuit. Et puis du coup comme ça tu peux commencer à facturer parce que tu as ton numéro de tirette. Le même jour si tu es éligible, tu peux demander l'ACRE. Alors là il y a quelques conditions, donc il faut avoir moins de 25 ans par exemple. Il faut aussi ne pas avoir bénéficié de l'ACRE durant les 3 dernières années je crois. L'avantage de l'ACRE c'est que tu es exonéré des cotisations sociales de 50% la première année. Donc c'est-à-dire que il me semble qu'en 2026 c'est quelque chose comme 25% à peu près. Et ben là du coup tu vas payer la moitié pour la première année. Donc si tu commences fort ton activité de freelancing, c'est surtout à ne pas négliger. La chose que je te conseille aussi de quand tu démarres, c'est d'installer un outil de facturation qui va gérer toute la partie facture, la partie devis, etc. Au moins tu as tout qui est centralisé. Il s'appelle Abi. Alors là c'est vraiment ultra intéressant parce que non seulement tu vas gérer toute la partie des factures, la partie des devis, mais tu vas aussi gérer la partie des déclarations de l'URSSAF, de la TVA et même des impôts. Tu as tout qui est centralisé. C'est ultra pratique. La TVA, si tu débutes, t'as pas à t'en occuper pour l'instant. Tu verras ça plus tard. En gros, tu as un seuil de franchise qui est de 37 500 € et tu as un seuil majoré à ne pas dépasser. Si tu dépasses ce seuil, en gros, tu vas devoir facturer la TVA dès ta prochaine facture. Pour l'instant, tu n'en es pas encore là, donc ne te prends pas la tête avec ça. De toute façon, j'ai créé une vidéo pour l'admin freelance que je te mettrai du coup en carte juste ici. Tu as juste à la checker et comme ça, je t'explique tout de A à Z dessus. Tu as même une checklist que tu pourras checker. Pour les déclarations de cotisation sociale, ça va te prendre quelques minutes par mois ou par trimestre. Alors, ce que je te conseille peut-être au début, c'est de prendre les déclarations trimestrielles. Ça t'évite d'avoir une charge mentale de tous les mois à avoir à déclarer. Donc là, tu déclares ton chiffre d'affaires que tu as encaissé, c'est-à-dire que tu as récupéré sur ton compte. D'ailleurs, petit tips, il faut que tu sépares compte pro et compte perso, comme ça c'est fait. Déjà, c'est plus simple et au bout d'un moment, ça va être obligatoire en fait. C'est à partir de 10 000 € générés que tu vas devoir en fait séparer les deux. L'impôt sur le revenu, ça change pas. Alors, tu as une chose aussi que tu peux faire, c'est le versement libératoire, c'est-à-dire que c'est directement prélevé sur tes cotisations sociales pour l'impôt sur le revenu. Tu n'as pas à faire en fait la déclaration si tu n'as que ça comme source de revenu, bien sûr. Ça peut être pertinent, je t'invite à regarder. En général, quand tu débutes, le barème classique, il est plus intéressant. Alors maintenant que tu as géré toute la partie admin, etc., eh ben, il va falloir commencer à trouver des clients. La première chose, ça va être de te positionner au niveau de ton offre, donc il faut avoir une offre claire. Alors, je vais pas te donner des conseils en mode, oui, focalise-toi sur le problème plutôt que la technologie, trouve ton avatar client. La vérité, c'est que sur Malte, sur Coder, sur LinkedIn, les gens qui payent bien, c'est tout simplement des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils cherchent une compétence technique précise. Souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, justement, ils n'ont pas en fait d'équipe et donc ils n'ont pas de budget alloué au développement. Ils ont un budget alloué au développement, au design, ils ont en fait un budget spécifique, fixe et assez bas pour le site web dans sa globalité. La vérité, c'est que les bons clients tech, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un problème souvent technique qui est identifié. Donc, par exemple, ils ont une problématique sur leur site WordPress et ils veulent migrer sur Webflow. Je te mets un screen d'un prospect qui m'a contacté sur Malte il y a peu. C'était il y a littéralement un mois. Et la personne là, du coup, c'était une assez grosse entreprise puisqu'il y avait plus de 11 employés. Donc, tu sais qu'au niveau du budget, c'est plus intéressant, bien sûr, qu'une TPE avec un employé. Et là, tu vois qu'ils savaient déjà, cette personne-là, exactement ce qu'ils voulaient. Ils avaient déjà le scope de page. Ils savaient déjà exactement qui ils voulaient. Ils me disaient, voilà, c'est exactement ton profil qu'on recherche. Ils commençaient pas à rechercher des gens qui savaient augmenter le CA, etc. Je sais pas quoi. Non, là, ils cherchaient quelqu'un de spécifique et de technique dans ce domaine spécifique parce qu'ils savent que ça va répondre à leurs problématiques du moment. Le délire, c'est que le client, il a pas besoin que tu lui expliques son problème, il a pas besoin que tu lui fasses un espèce de pitch. Il sait déjà son problème, c'est pour ça qu'il te contacte en fait, tu vois. Alors, les deux spécialisations qui peuvent marcher, ça va être la première, une techno, une stack spécifique sur WordPress. Donc, par exemple, tu vas avoir des spécialités pour WooCommerce, par exemple. Tu vas être un expert sur ACF, tu vas être un expert sur Elementor. Voilà, ça c'est vraiment sur des stacks, des technologies entre guillemets spécifiques. La deuxième option, ça va être un type de projet spécifique. Donc par exemple, la migration de WordPress vers Webflow, l'optimisation de performance, l'intégration d'un WordPress vers un CRM, l'automatisation avec des API, etc. Maintenant, comment choisir ta spécialité à toi? Tu as quelques questions à te poser. Par exemple, qu'est-ce que tu fais plus vite ou mieux que les autres? Donc rappelle-toi si on t'a déjà dit, ah ouais, mais t'es super chaud là-dessus, ça régale, tu me l'as fait ultra rapidement. Le truc est nickel. Ou alors un projet que tu kiffes faire aussi, ça peut fonctionner. La deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui est demandé en ce moment sur
Malte, sur LinkedIn, etc. Alors si tu es déjà sur Malte, il faut que tu regardes un petit peu les missions qui ont déjà été postées, tu regardes et tu vois en fait un petit peu le pattern qui se dessine avec les gens qui ont le plus de budget. Donc en général, tu vas pouvoir estimer à peu près le budget par le nombre d'employés. Donc si c'est 11, 49, tu sais que c'est une assez grosse boîte quand même et que du coup ils ont du budget tout simplement à allouer au site. Et dans ces propositions de mission, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment? Est-ce que ça va être de la migration? Est-ce que ça va être l'optimisation de perf? Est-ce que ça va être de la maintenance? Voilà, tu regardes un petit peu tout ça. Et bien sûr, ce qui paye bien, donc ça va être les migrations forcément, parce que c'est quelque chose qui peut être complexe. Il y a un véritable enjeu de SEO qui est ultra important. Tu as le e-commerce bien sûr, puisque ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu as un e-commerce qui est rapide, tu vas littéralement optimiser les conversions dès le début, tu vois. La perf, le SEO technique, c'est des choses qui sont mesurables véritablement très précisément, parce qu'on a des outils comme Google Analytics, comme GTM et tout, ou bien des refontes ou alors du bricolage de sites legacy, donc des sites qui ont été faits il y a genre 10 ans avec WP Bakery, des trucs horribles comme ça personne ne veut y toucher, donc ça peut être pertinent aussi de se positionner là-dessus. Maintenant, une fois que tu as ton positionnement, il va falloir que tu optimises tes profils pour être trouvé tout simplement. Donc tu vas optimiser en fonction de ton nouveau positionnement sur Malte, sur LinkedIn. L'idée c'est que quand quelqu'un cherche migration WordPress vers Webflow, et tu as ton profil qui pop. Voilà, tout simplement. Alors le format de l'offre, en général, ça va être soit donc la régie, soit du forfait. En vrai, sur les projets WordPress, c'est souvent du one shot, donc ça va être du forfait 99% du temps en vrai. Tout simplement parce que des projets WordPress en régie, il n'y a pas assez de taf en fait pour faire des missions de 6 mois, ça n'a pas de sens en fait. Donc ça va être du forfait en général. Souvent, si tu veux avoir des propositions de missions en régie, tu vas avoir, alors soit c'est une énorme boîte et du coup il y a énormément de travail à faire sur le WordPress, soit ça va être des choses où tu vas avoir par exemple du 50-50, donc du WordPress, mais aussi tu vas toucher aux ads, tu vas toucher au SEO rédactionnel. Voilà, ça va être ce genre de choses, ça va être un petit peu des mix. Ok, bon nickel, t'as ta spécialité, t'as ton profil qui est optimisé, mais le truc c'est que t'as zéro avis puisque tu débutes. T'as pas de portfolio, etc. Donc comment tu vas pouvoir faire pour déclencher tes premiers clients alors que t'as pas vraiment de preuve sociale? La première chose c'est qu'il faut accepter une vérité, c'est que tes premiers clients, il y a quand même très peu de chances qu'ils viennent par mal directement. Pourquoi? Parce que tu as zéro avis, comparé à d'autres freelances qui font exactement la même chose que toi, et eux ils ont plein d'avis, ils ont exactement le même titre, alors pourquoi quelqu'un irait vers toi, à moins que tu sois à 25 € par jour, mais dans ce cas personne va venir te voir parce que t'es beaucoup trop bas, enfin bref, voilà, en gros c'est un peu le bourbier. La vérité c'est que tes premiers clients, ils viendront d'ailleurs. Alors le premier canal d'acquisition que je te propose, ça va être les freelances surbookés. C'est ultra intéressant, en vrai c'est assez sous-coté. Pourquoi ça marche? Parce que il y a plein de freelances en fait qui sont déjà établis et qui refusent des missions chaque semaine parce qu'ils sont justement surbookés. Les books, ils ont 24 heures dans une journée, ils peuvent pas accepter toute la France. Donc ils cherchent quelqu'un de confiance à qui déléguer. Donc limite ils prennent une marge où ils te filent le client directement. Et toi l'avantage c'est que tu gagnes de l'XP, un projet, des avis, des témoignages, etc. au final. Alors comment tu peux les trouver? Tu peux les trouver sur LinkedIn, même sur Google Search en vrai, ou bien sur Malte. Donc tu peux chercher les Super Malteurs 3, les Super Malteurs 2, etc. qui en général ont beaucoup de propositions de missions. Et le message qui peut marcher, que tu peux leur envoyer directement en MP, ça va être: salut, je me lance en tant que freelance WordPress, j'ai déjà créé tout plein de sites, j'ai déjà créé des sites pendant plusieurs années au préalable. Et là, je lance véritablement mon activité. J'ai vu que tu étais vraiment bien établi là-dedans. Si tu veux, je peux t'aider. Si tu as des projets que tu refuses, ce qu'on peut se faire, c'est une mission de test, par exemple, au début. Comme ça, je te montre ce que je sais faire. Et si ça te convient, on peut peut-être commencer une collaboration ensemble. C'est donnant-donnant, c'est bénéf. Le canal numéro 2, ça va être ton réseau proche, évidemment, tes proches, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas leur dire: écoutez, je lance mon activité de création de site internet. Si vous avez des oncles, des tantes, des je sais pas quoi, qui cherchent des sites internet pour X raisons, au moins ça permet d'avoir le pied à l'étrier. Disons que tu vas avoir les gens qui savent ce que tu fais maintenant et ça peut être pertinent. Tu peux également aller dans la ville où tu vis, ton village et tout, et tu vas aux alentours, tu vas voir les business locaux, tu leur dis: voilà, j'ai vu que sur votre site il y avait quelque chose qu'on peut améliorer et tout. Est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble, quitte à facturer très peu ou même ne pas facturer du tout? L'avantage là, c'est que tu vas vraiment créer des sites et avoir des avis pour commencer à te démarquer au futur. Donc là, tu es vraiment en train de faire de l'investissement en fait sur ton profil de freelance futur. Le troisième canal, ça va être LinkedIn. Alors je suis pas fan du tout de ce canal, tout simplement parce que c'est un peu un truc faux cul bizarre. En gros, tu as plein de messages dans ta boîte LinkedIn, mais tu sais très bien qu'en fait les gens ils sont pas là pour toi en fait, ils sont tout simplement là pour te vendre un truc. Donc je suis pas hyper fan. Après, bon, si ça peut marcher, c'est vrai que ça peut être très pertinent. Je reçois quand même pas mal de demandes sur LinkedIn aussi, donc pourquoi pas. Alors l'idée avec tes premiers projets, ça va pas être d'avoir un tarif qui est plein pot, ça va être d'avoir un tarif réduit justement parce que tu débutes, ou même de le vendre gratuitement ce site. Ça va te permettre d'avoir un témoignage. Le top, ça serait d'avoir un témoignage vidéo, ça serait excellent. Maintenant, si tu peux pas avoir de témoignage vidéo, déjà un témoignage écrit, ça peut être le top. Tu peux faire passer également ces personnes-là sur Malte, donc ce qu'on appelle Malte Open, c'est-à-dire que tu leur envoies le devis sur Malte. Les gens ils ne sont pas encore sur Malte, mais du coup ils vont créer un compte et ils vont permettre à toi d'avoir du coup directement un avis sur Malte une fois que la mission est terminée. Ça, c'est un petit tip qui est ultra stylé.
Ok, bah maintenant que tu as tes premiers avis, que tu as tes premiers clients, tu as fait tes preuves un petit peu, maintenant il va falloir que les clients ils viennent à toi. Je te rappelle que moi j'ai jamais prospecté de ma life, ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que je fais des sites internet en tant que freelance, ça fait plus de 6 ans que je fais les sites, mais du coup j'ai jamais prospecté une seule seconde, j'ai toujours des clients qui sont venus à moi et donc j'ai envie que tu fasses pareil. L'idée ça va être de créer un système en fait qui te permet d'obtenir des clients. Alors pourquoi maintenant et pas avant? Tout simplement parce que avant t'as pas encore fait des preuves, t'as pas encore de matière à parler, t'as pas encore fait de site internet pour des clients et tout, du coup c'est assez difficile de se démarquer. Donc là c'est le bon timing parce que tu as déjà plusieurs clients, donc ça veut dire que tu as validé ton offre, tu as validé ton positionnement, tu as des projets à montrer, hein, tu as du contenu qui est concret, duquel tu peux parler, et tu as aussi un petit peu de trésorerie dans l'idéal, donc ça veut dire que tu as un peu le temps d'investir, ce qui n'est pas le cas avant, tu vois. Alors là, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir un voire deux canaux maximum, pas tous, parce que sinon tu vas juste te perdre. Les canaux les plus intéressants pour un freelance, ça va être LinkedIn, Malte, YouTube et le SEO, donc avec un blog par exemple. L'avantage de LinkedIn, c'est que c'est là où la plupart des décideurs B2B ils font leurs décisions. L'inconvénient, c'est que faut poster régulièrement, l'algo il est capricieux et c'est un peu un truc de rat. Moi j'aime pas, j'aime vraiment pas LinkedIn, c'est vraiment bizarre comme truc, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Deuxième canal, mon préféré bien entendu, ça va être Malte optimisé. Les clients ils viennent exactement avec un intent fort, donc c'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils ont un budget prédéfini en règle générale. La problématique avec Malte, c'est qu'il y a énormément de concurrence et la commission elle est élevée. Troisième canal, ça va être YouTube. Alors ça va être pour véritablement créer un SEO sur le long terme. La problématique, c'est que ça prend des plombes à faire tout simplement, c'est long à décoller et faut faire des vidéos régulièrement, c'est énormément de temps à allouer là-dessus. Quatrième canal, ça va être le blog, le SEO. Alors le truc c'est que maintenant avec l'IA, le fait de créer du contenu comme ça, c'est beaucoup moins valorisé, donc c'est assez compliqué, donc c'est très long à développer, c'est vraiment un travail de longue haleine. Par contre l'avantage c'est que tu possèdes le canal, c'est du travail passif quoi. Donc ma reco si tu débutes, ça va être de commencer avec LinkedIn et de le combiner avec Malte. Je pense que c'est le meilleur combo en général. Les clients qui te contactent sur LinkedIn, tu les fais passer sur Malte, ça te permet d'avoir des avis, ça te permet d'obtenir des points jusqu'à obtenir le badge super malteur. Ça serait ma stratégie clairement. Ok, alors maintenant, on est dans la partie de la scalabilité, donc c'est-à-dire que tu es déjà un freelance qui tourne, qui a des clients assez fréquemment, etc., qui est même un peu débordé au final. Et ben là, on passe à l'étape où tu vas commencer à dire non. En gros, la problématique pour un freelance qui commence à bien marcher, c'est que en fait, tu es tout le temps en train de courir après les deadlines, tu as énormément de projets en cours, tu dis oui à tout parce que on sait jamais, t'as pas augmenté des prix depuis le début, tu bosses le soir et le week-end pour finir ce projet-là. Bon, je me rends compte que c'est mon cas depuis que je suis en full time là. Bon. Par exemple, au bout de 6 mois où tu es vraiment un freelance avec succès et tu as vraiment augmenté en compétences, et ben là tu vas pouvoir augmenter par exemple de 50 € ton TJM. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir faire ça jusqu'à atteindre un petit peu un plafond, c'est-à-dire que tu vas pas non plus aller à 2500 € de TJM, ça a aucun sens. Mais déjà, tu vas pouvoir commencer à augmenter tes prix parce que les signaux qui te disent que tu dois augmenter tes prix, c'est quand on te dit très souvent oui du premier coup, ça veut dire que tu es assez cheap, ou bien que tu closes énormément de tes devis, c'est-à-dire que tu vas tout simplement obtenir les missions quasi tout le temps, bah là ça veut dire aussi que tu es assez bas et donc tu peux augmenter tes prix. L'idée c'est pas de closer toutes les missions que tu obtiens, hein, ça va être de closer un peu moins, sois rassuré, tu vas en avoir d'autres des missions, il n'y a pas de galère, c'est pas la dernière mission de ta life, c'est ce qui fait un peu peur surtout au début, hein, lorsqu'on refuse un client on va se dire ah punaise mais j'aurai jamais de client à l'avenir en fait. T'inquiète, c'est pas le cas, tu auras des moments creux mais tu auras d'autres missions. Maintenant comment tu apprends à dire non? Tu as plusieurs red flags que je vais te donner maintenant. Le premier red flag ça va être on n'a pas trop de budget mais en gros le truc c'est que tu vas bosser plus et tu vas gagner moins. Le deuxième c'est ouais c'est ultra urgent, on en a besoin pour dans 1 heure là, il va y avoir des douilles, ça va être problématique, tu vas mal facturer au final, tu vas mal budgétiser le truc. En plus c'est vraiment stressant. Alors on sait pas trop ce qu'on veut, on veut un site pas trop complexe, un site classique normal. Ça c'est un scope creep qui est garanti, c'est-à-dire que ça va forcément évoluer dans le mauvais sens. Ils vont ajouter au fur et à mesure des fonctionnalités, du coup toi tu vas te retrouver embourbé. Le client qui négocie chaque ligne de ton devis, bon là ça va être juste relou, le mec il va contester chaque truc que tu fais, ça va être ultra chiant. Le dernier ça va être on veut un site comme Apple mais le mec il a un budget de 300 balles. Bon, les attentes sont irréalistes, il faut que tu dises non, tout simplement, il faut que tu déclines le projet. Alors bien sûr, il va pas s'agir de dire non n'importe comment, tu dis non poliment, tu dis merci pour ta confiance, merci pour ce call, etc. Je pense pas être le freelance adapté pour ce type de projet, je t'invite à regarder d'autres personnes sur la plateforme, je te souhaite une très bonne continuation, et voilà, finito pipo. Alors si tu veux un récap pour cette vidéo, pour éviter de te la taper à chaque fois, eh ben, j'ai créé une checklist complète PDF, donc si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais? C'est juste en dessous dans la description, elle est complètement gratuite, tu mets ton mail, tu reçois la checklist. Et voilà, on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!